Neo Felis, Nebulosa. Neo Felis, Nebulosa. Alors, une première question qui va vous en parler peut-être très large, mais c'est un peu volontaire de ma part. Après toutes ces années, quel est pour vous le sens de la vie ? Il n'y en a aucun. Je ne cherche aucun sens à la vie. C'est pour moi tout à fait une fausse question. De trouver un sens à la vie, comme si la vie avait un sens, c'est-à-dire une signification. C'est dans ce sens que vous entendez le mot sens. Oui, tout à fait. N'a aucun sens, c'est complètement absurde. La vie n'a aucun sens. La vie est la vie, c'est tout. Elle ne veut rien dire. Et comment est-ce qu'on l'appréhende ? En vivant le mieux possible. Et ça signifie quoi ? Utiliser le temps qui nous est donné, d'un néant à un autre néant, pour à la fois remplir au mieux les possibilités qui nous ont été données et essayer d'en faire profiter les autres. En toutes ces années de vie, vous avez quand même le sentiment que vos directions, que les aspirations que vous aviez ont évolué, ont changé, ou pas du tout ? Oui, ça change, tout change sans cesse, y compris nous-mêmes. C'est-à-dire que assez tôt, je me suis rendu compte que peut-être je pouvais faire de cette vie un travail, c'est-à-dire m'appliquer en utilisant tous les langages que le XXe siècle a inventés, à écrire, donc à transmettre quelque chose à mes concitoyens qui ne soit pas tout à fait indigne. Et petit à petit, j'ai vu s'ouvrir devant moi, au fur et à mesure que je poursuivais mon chemin, des territoires qui au départ m'étaient fermés. L'Inde, par exemple, l'Amérique latine, le bouddhisme, etc. Des quantités de territoires que, enfant et même adolescent, j'ignorais complètement. Donc, je n'ai jamais cessé d'être un étudiant, un explorateur, et ça continue encore. Et est-ce que les changements peut-être de direction ont toujours été déterminés par des rencontres ? Toujours, toute ma vie a été déterminée par mon travail, toujours. C'est-à-dire que, je parlais de l'Inde, par exemple. Mon contact très très prolongé et approfondi avec l'Inde est dû au travail fait avec Peter Brook sur le Mahabharata, c'est-à-dire sur l'adaptation du grand poème épique indien, qui nous a demandé 11 ans de travail et énormément de voyages et de séjours en Inde. Donc ça, c'est une condition. Jamais je n'ai voyagé comme touriste et jamais je ne me suis intéressé à quoi que ce soit d'une manière, je dirais, superficielle et hâtive. J'essaie toujours de faire quelque chose avec ce que je rencontre. Et par rapport au Mahabharata, justement, qui est une grande épopée qui traite quand même de questions existentielles assez profondes, assez poussées, justement par rapport aux questions... Existentielles et essentielles. Essentielles. Est-ce que justement, par rapport à vos propres questions à vous, ça a pareil orienté ? Si vous donnez le mot sens, le sens direction, alors choisir une direction, il y a deux sens au mot sens, direction et signification. La vie n'a aucune signification, inutile, parce que quand on dit qu'est-ce que veut dire ma vie, quel est le sens de la vie, cela suppose une transcendance, des divinités, des gens qui auraient décidé, d'un destin, enfin tous ces mots qui sont complètement vides de sens, qui n'ont aucun rapport avec notre réalité. Maintenant, si vous dites que la vie peut avoir une direction, évidemment, et cette direction, il ne faut pas la louper, et il faut savoir que toute direction est susceptible toujours d'embranchement, de déviation. Vous voyez, c'est comme un tronc d'arbre qui monte et qui a des branches. Alors, la question est, est-ce que je reste toujours sur la même branche ? Et c'est possible, il y a des romanciers qui ont toujours traité la même histoire, et avec beaucoup de talent, ou est-ce que j'explore toutes les branches de l'arbre, ou le plus grand nombre possible de branches de l'arbre, ce qui est mon cas. Aucune des deux attitudes n'est meilleure que l'autre. On peut très bien approfondir son petit territoire à soi, ou essayer, ce qui a été mon cas, d'explorer le plus grand nombre possible de terrains étrangers. Comment s'opèrent ces décisions-là ? Je crois que la bonne solution, c'est de savoir d'abord ce qu'on est, quelle disposition on a, je ne dis même pas quel talent, quel goût, quelle disposition, quelle envie. Si on est né pour être joueur de tennis, ne pas chercher à tout prix à être un violoniste. Vous voyez, je dis ça d'une manière très simple, c'est la même chose à l'intérieur de notre travail. Si on a une attirance et une disposition pour le Mahabharata, ne pas essayer forcément de faire des comédies de boulevard. C'est pas du tout que je les méprise, mais c'est pas la même chose. À l'intérieur de chaque direction de vie, il y a à chaque instant des choix possibles. Rien n'est jamais trouvé, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais là une fois pour toutes.
L'avenir est toujours inattendu de toute façon, sinon il ne serait pas l'avenir. Et par rapport juste au sens justement Direction. d'une direction et son lien avec la recherche du bonheur, peut-être, est-ce qu'à chaque direction, quand on essaie d'atteindre quelque chose qui nous apparaît comme cohérent, c'est aller vers justement un mieux-être, un bonheur? Alors, mieux-être et bonheur, c'est pas du tout la même chose. Bonheur est encore notre mot vide de sens, car bonheur est une notion immobile. C'est une notion, je vis dans le bonheur. Non, on a des petits bonheurs passagers, des petits moments de satisfaction, de bien-être, comme vous dites, même de mieux-être. Le bonheur est une notion totalement abstraite qui pour moi n'a aucun sens, comme la signification de la vie. On ne vit pas pour être heureux, on vit pour avoir des moments de bien-être, des moments de satisfaction, et on sait que de toute façon ça va mal se terminer. Comment est-ce qu'on gère justement tous ces concepts très abstraits qui, malgré tout, je veux dire, existent? En s'en débarrassant, tout simplement. Moi, je ne pense jamais au bonheur. Il y a des moments où je suis bien. Il y a des moments où je suis très bien, je le sens, je le dis, je n'hésite pas à le dire. Vous voyez. Il y a des moments où je suis couché dans un pré, il fait bon, je suis avec des amis, je bois un bon verre de vin, je suis bien. Mais c'est pas ça le bonheur, c'est du bien-être. Une sorte d'accord entre ce qui vous entoure et vous-même. Et donc pour vous, se poser ce genre de questions, c'est plutôt handicapant qu'autre chose? C'est bête, tout simplement. Se poser la question du bonheur, c'est bête. Est-ce qu'on peut l'éviter malgré tout? Il faut pas. Moi, je l'évite, je par là. n'ai de leçons à donner à personne. En ce qui me concerne, je l'évite. C'est peut-être pour ça que je suis heureux. Vous l'avez de tout temps évité? Je pense, oui, en tout cas, depuis que j'ai fait un âge de réfléchir un peu. Plus pragmatiquement maintenant, à combien évaluez-vous vos besoins par mois en euros pour mener une vie décente? Par décente, j'entends pour faire ce dont vous avez envie. Ouais, c'est une bonne question parce que justement c'est tout à fait d'actualité. Par contre, ça c'est une question que je me pose depuis 2 mois. Je me posais pas la question avant. En fait, j'ai une copine depuis maintenant une dizaine de mois. C'est la première fois que je vis une relation aussi longue avec quelqu'un. Et depuis que je suis avec elle, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui sort, je dépense pas beaucoup d'argent, je fais de la musique donc ça revient quand même cher. C'est vrai que l'entretien des instruments, l'achat de tout ça, ça me coûtait beaucoup de sous. Bon, maintenant, je suis pas revenu en arrière par rapport à ça. Il y a ma copine qui est arrivée. Et comme je suis pas très regardant au niveau de l'argent, je me fais plaisir avec elle et bon, il s'avère que maintenant, ça devient plus compliqué. Donc c'est pour ça que là, je suis en train de réfléchir à une augmentation de salaire. Mais j'ai perdu le fil de la question du coup. Combien évalueriez-vous vos besoins en fait par mois dans votre situation actuelle, donc dans ma situation avec actuelle, votre petite amie? C'est surtout en fonction du salaire que je reçois. J'ai 942 € par mois. Dans mon contrat, je suis à mi-temps, mais je fais pas du tout à mi-temps. Clairement, au jour d'aujourd'hui, donc j'ai 942 € par mois, ça me suffit pas. C'est vraiment très limite. J'ai réfléchi, j'ai fait des simulations au niveau des impôts et tout savoir si je gagnais plus, combien j'allais, parce que je paye pas d'impôts, je suis pas imposable puisque je gagne moins de 1000 € par mois. Je pense que si j'avais 1500 € par mois, tout se passerait très bien. Vous pourriez couvrir tous vos besoins, y compris le loisir, y compris des activités de loisirs, sortir. Ouais. Une question supplémentaire, vous êtes propriétaire ou locataire? Alors, je suis dans les papiers, je suis propriétaire. Maintenant, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est mes parents qui ont acheté l'appartement dans lequel je suis il y a une bonne quinzaine d'années maintenant, je dirais. J'y habite depuis 5 ou 6 ans. Mes parents n'étant pas dans le besoin et étant enfant unique, j'ai jamais payé de loyer. À partir de cette année, j'aurais dû commencer à en payer. Maintenant, c'est vrai que depuis que je suis installé, je suis pas installé avec ma copine, mais depuis que j'ai une copine, ça a pas mal changé les choses. Mes parents l'ont compris d'eux-mêmes tant que j'en parle et donc ils m'ont pas relancé sur cette idée. Par contre, ils veulent faire comprendre que c'est vrai qu'il faut que je me projette un peu dans l'avenir tout de même et que j'envisage peut-être d'investir, au moins d'économiser des sous, ce que je ne fais pas, ce que je ne peux pas faire. Et donc là, voilà, c'est la question. Il faut que là, dans les semaines qui viennent, je vais ouvrir un PEL. C'est eux qui m'ont demandé. C'est comme si je leur payais un loyer, sauf que ça me reviendra au final. Mais je vais ouvrir un PEL où je vais verser 400 ou 500 € par mois. C'est clair que déjà que je m'en sors moyennement avec ce que j'ai. Si je veux mettre ça en plus, si j'ai pas une augmentation, je suis vraiment pas bien. Donc là, pour le moment, vous ne payez pas de loyer. Non. Dans un avenir plus ou moins proche, si vous êtes amené à en payer un, à combien, justement, évalueriez-vous vos besoins? 1500, est-ce que vous pensez qu'à l'heure d'aujourd'hui, les prix du marché, 1500 € vous conviendrait? Ça m'étonnerait. Maintenant, ma mère étant directrice d'école maternelle, elle peut avoir des plans via la mairie de Paris, donc c'est possible que je paye des loyers à un prix inférieur de ce qui se pratique sur la ville. Il y a plusieurs possibilités. Mon patron va certainement acheter un appartement, parce que donc sa femme a déjà acheté un premier appartement pour ses filles. Il a des jumelles. Il y en a une qui s'installerait dans celui-là, c'est la nounou pour l'instant qui l'occupe, et ils vont certainement en acheter un deuxième, c'est lui qui l'achètera. Et je sais, parce que ma mère est à la retraite dans 2-3 ans, donc mes parents récupéreront l'appartement dans lequel je suis, puisque pour l'instant ils ont un appartement de fonction. Et à partir de là, donc, il faudra que je trouve quelque chose. Donc, mon boss certainement va acheter un autre appartement qui pourra me louer, certainement à un prix inférieur que ce qui se fait aussi. Donc,
je me fais pas d'inquiétude à ce niveau-là. J'aurai la capacité de m'adapter. De toute façon, je me suis déjà adapté. J'ai bien senti que mes besoins c'était plus les mêmes qu'avant, étaient plus importants. Mais voilà, je pense que je suis capable de m'adapter. Si je dois payer plus, donc si au niveau concret, je dois vraiment vouloir vivre de la même façon avec un loyer en plus, il me faudrait facile 2000 €, je dirais, par mois. Mais entre 1500 et 2000 €, on peut s'en sortir, même avec un loyer à payer, ça vous le pensez? Ah oui. Bah, moi j'ai des amis qui gagnent moins de 1500 €, qui ont un loyer à payer et qui s'en sortent. Ouais. Ils s'en sortent, je veux dire, est-ce que c'est s'en sortent sans se permettre d'extra ou ils s'en sortent d'une manière, justement, ce que je disais, décente, convenable? J'ai des amis qui me ressemblent un peu dans le sens où ils ne sortent pas. On va chez des amis, ça revient moins cher que d'aller dans un café. Donc oui, c'est peut-être dû au mode de vie. Ensuite, des gens qui font la fête et qui aiment faire la fête et investissent là-dedans, parce que ça coûte très cher, surtout sur Paris. C'est différent, mais ça, je ne connais pas des gens comme ça, donc voilà. Et pour finir, en pratiquant quelle activité est-ce que vous ressentez le plus de plaisir? Est-ce que vous vous sentez le plus cohérent, le plus à votre place? Quand je réfléchis. Quand vous réfléchissez? Quand je suis dans mes rêves. Ouais. Et alors à ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous éprouvez? Ça veut dire quoi, éprouver du plaisir, se sentir bien ou à sa place? Dans son corps, en fait, il se passe quoi? Bah, c'est le silence, en fait, qui me plaît. Le silence, le fait de penser, ne rien faire. Pas bouger. C'est une sorte de paix intérieure? Plaisir? Oui. Mmh. Donc est-ce que ce plaisir nécessite forcément un repli sur soi? Bah oui, je pense, oui. Mais il faut pas qu'il soit trop excessif. Mais donc vous, les moments vraiment, les moments de plaisir, vous les associez forcément à des moments où vous êtes seul? Bah là, en ce moment, ouais. Ça a toujours été le cas? Non, à un moment, j'arrivais pas à être seule. Maintenant, je me suis habituée. Et quand je vois trop de gens, quand je suis trop à droite et à gauche, j'ai besoin de temps pour moi, chez moi, soit pour ne rien faire, ou soit boire un thé, regarder un film. Regarder un film. Regarder un film. Et ça, qu'est-ce que ça vous procure? C'est du plaisir aussi? C'est du rêve aussi. Ouais. C'est une fuite. C'est une fuite de la réalité. Alors c'est paradoxal, est-ce que éprouver du plaisir, ça devrait pas non plus être se sentir vraiment à sa place? Comme vous disiez tout à l'heure, s'accepter complètement, habiter le moment complètement. Vous parliez de fuite, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Mais quand on rêve, on fuit aussi. Le rêve, c'est une fuite. En même temps, tout le monde rêve, donc c'est une fuite à l'intérieur de soi, quand même. Oui. On ne fuit pas forcément la réalité, peut-être qu'on l'absorbe à ce moment-là beaucoup plus. Mais je ne dis pas que c'était une paix intérieure. Oui, non, en fait, voilà, je pose la question de qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir, et vous me disiez justement, c'est quand je réfléchis. Donc pour vous, le plaisir... Bah, pour moi, c'est ça, oui. Mais je pense pas que ce soit bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Se repli sur soi, en fait? Se repli sur soi, ouais. D'accord. Donc c'est pas vraiment du plaisir que vous éprouvez à ces moments-là. C'est du silence, c'est du calme. C'est bizarre. C'est comme à force d'aller pas bien, à force d'être dans la dépression, en fait, et ben, au bout d'un moment, notre corps crée ce besoin. C'est paradoxal. Et si vous deviez donner une définition du plaisir, en vous extrayant justement de votre situation personnelle? Bah, je pense que ça rejoint la première question un peu. Le sens de la vie. Trouver un sens. On éprouve du plaisir quand on est dans cette recherche-là. Oui. Quand on est tenu en fait par quelque chose. Vous pratiquez une activité artistique? Plus. Vous faisiez quoi? Du théâtre. Et ça vous procurait du plaisir? Le clown, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, le clown, c'est faire avec ce qu'on est. Tout simplement. Ouais.
Et faire avec ce qu'on est, c'est aussi forcément l'accepter un petit peu. Oui. Oui. Néophélis nebulosa. Jean-Claude Carrière, Romain Rongier et Agnès Guilloux ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis nebulosa.